En parler. Honoré Naom. Nous émettons de Sikekodi sur la 94.3. Recevez nos remerciements pour la fidélité à ce programme et à Radio Cotonou. Au cœur de l'actualité, le dernier classement des pays dans l'indice de perception de la corruption. Selon le classement effectué par Transparency International, sur 180 pays, le Bénin occupe le 69e rang avec un score de 45 points sur 100. Un petit bond qui donne au Bénin le 7e rang sur le continent africain. Dans un communiqué, le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption a fait savoir que cette position témoigne des efforts constants et soutenus en matière de transparence et de bonne gouvernance au Bénin. D'où l'hommage rendu au chef de l'État, Patrice Talon, par le Haut-Commissaire, qui évoque un leadership visionnaire et une volonté politique ferme. Sur votre tribune dominicale de vérité franc-parler, nous allons évoquer le sens et la portée du classement sur la corruption par pays. Avec notre invité, on fera un zoom sur la méthode d'évaluation des pays. L'opportunité lui sera donnée pour apprécier globalement la lutte contre la corruption au Bénin. Pour cet exercice, nous recevons M. Jean-Pierre Deguet. Il est le secrétaire exécutif Social Watch Bénin, section nationale de Transparency International. Bonjour à vous, Monsieur Deguet. Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord. Merci d'accepter notre invitation sur Radio Cotonou. C'est un plaisir pour moi et pour tout Social Watch, section nationale de Transparency International. D'accord. Merci beaucoup à vous. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions en appelant les numéros 01 40 11 17 18 ou les 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes pour ceux qui n'ont pas pu donc accéder directement au numéro pour passer en direct. Vous pouvez laisser vos questions via WhatsApp 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Deguet. Vous allez rapprocher un peu le micro de vous, ou bien vous-même vous rapprochez du micro pour être bien entendu par les auditeurs. Alors, je le disais tantôt, vous êtes le secrétaire exécutif Social Watch Bénin, session nationale de Transparency International. D'abord, je voudrais savoir, et c'est une pratique que j'ai souvent sur cette émission, d'où est venu cet amour pour le militantisme chez vous? Question difficile, c'est ça? Non, mais avant toute chose, vous me permettez de saluer vos auditeurs. D'accord. De saluer aussi les autorités municipales, parce que c'est Radio Cotonou. Ok. Et pour moi, c'est un privilège, je dirais, ou bien une joie d'être en face de vous, un journaliste que j'admire beaucoup. Et donc, dans mon travail d'acteur de la société civile, dans une société, il faut des gens qui se mettent dans la posture des voix, des sans-voix. D'accord. Et dans un pays pauvre comme le nôtre, où il y a une frange de la population qui vit, qui croupit sous le seuil de pauvreté, et que nous avons des questions, des difficultés de gouvernance, où le citoyen quand même doit être entendu et participer, pour que ça voit compte, et pour qu'on ne laisse personne de côté, il est important que certains citoyens militent pour donner la voix des sans-voix. Et donc, je pense que c'est d'où est parti. Le déclic est venu comment? Vous avez vécu une expérience personnelle qui vous a dit il faut que j'aille sur le terrain, mouiller le maillot et donc offrir ma poitrine pour pouvoir défendre d'autres dans la communauté. Je voudrais bien savoir. Bon, le déclic part du fait que vous avez eu des champions, des modèles en face. Okay, et des gens qui vous dites, tiens, ce que cette personne fait, ça a de sens et moi aussi je dois faire. Et moi, la personne qui m'a conduit au niveau de la société civile, c'est une dame. Okay. Une dame
avec qui j'étudiais au Burkina Faso, à l'université c'était l'université de Ouagadougou. D'accord. Elle s'appelle, vous allez la connaître certainement, Madame Huguette Aplogan Dossa. D'accord. Donc, son militantisme m'a beaucoup séduit. Et je pense que c'est elle qui a pris ma main pour m'amener au niveau de la société civile. Donc, je voudrais déjà lui rendre hommage. Et toutes les autres, tous les autres aînés qu'on admirait, qu'on continue d'admirer, et pour le militantisme, tout ceci nous a donné de motivation réelle pour nous investir comme acteurs de la société civile. D'accord. Ça fait combien de temps maintenant que vous bagarrez? 20 ans. 20 ans. 20 ans, parce que je le dirai tout à l'heure, je suis rentré dans la société civile à la création du réseau social Wash Bénin en mars 2005. Bientôt, ce sera 20 ans. Et donc, mais j'avais une autre vie antérieure. Bon, donc ce n'est pas ça. J'étais dans un ordre religieux avant. Voilà. Donc, mais j'ai fait cette migration vers la société civile. D'accord. Merci. Vous avez parlé de Social Watch Bénin. Donc, depuis 20 ans, vous êtes militant et donc très actif au niveau de Social Watch Bénin. Vous jouez quel rôle concrètement? Je suis entré à Social Watch en tant que chargé de programme, donc la conception des projets, leur mise en œuvre, leur reporting, etc. Donc c'est le rôle de... Vous avez fait vous-même la gestion de projet, c'est ça? Exactement. Exactement. Et c'est là que j'ai découvert Madame Aplogan, puisqu'on était dans ce cursus. Et je suis devenu secrétaire exécutif, je pense, il y a à peine 3 ans. Donc, tous les 17 années, là, c'était en tant que responsable des programmes de Social Watch. D'accord. Et maintenant, quand vous prenez donc cette fonction au niveau de Social Watch Bénin, qu'est-ce qui a changé, selon vous? Est-ce que votre regard a changé sur le militantisme au Bénin? Non, je suis toujours convaincu du rôle et de l'importance de la société civile au niveau du Bénin. Et ça, même l'administration publique vous le dira, la société civile joue un rôle très important et il faut l'œil, le regard, il faut aussi l'analyse, il faut la contribution des acteurs de la société civile pour faire ce monde. Et ce n'est pas seulement le Bénin. Et donc, je suis société civile et je reste société civile. Bon, vous savez que dans ce champ, il y a... C'est rentable? Je pense que le gain ici, ce n'est pas, quand vous dites en termes de rentabilité, le gain ici, ce n'est pas pécuniaire, ce n'est pas financier, etc. Mais vous avez une satisfaction morale d'avoir fait quelque chose. Vous savez, les citoyens n'ont pas l'opportunité d'aller dans les creusets de discussion où nous allons pour discuter des problèmes qui les concernent. Vous avez, en tant qu'acteur de la société civile, par exemple Social Watch, accès aux documents sur la loi de finances, le projet même de la loi de finances, et vous pouvez émettre des observations, dire les besoins et les aspirations des citoyens, faire les plaidoyers. Vous êtes même impliqué déjà à la phase de préparation. Moi, je pense que c'est un privilège que tous les Béninois n'ont pas, et donc de pouvoir porter cette mission, cette voix en nous-mêmes, c'est déjà un motif de satisfaction, et pour moi, c'est plus que de l'argent. Et les relations humaines que vous créez, les autorités avec lesquelles vous interagissez... Ça permet d'ouvrir des portes, c'est ça? Non, ce n'est pas seulement ça permet d'ouvrir des portes, parce que effectivement, pour faire notre travail en tant que de plaidoyer, je le dirai tout à l'heure, il faut pouvoir avoir des entrées. D'accord. Et si vous n'avez pas des entrées au niveau des institutions, des structures, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, même c'est une étape du contrôle citoyen de l'action publique. Et donc, aussi de montrer aussi votre amour pour votre pays, votre patriotisme. Parce que si on n'aime pas le Bénin, on ne peut pas être en train de faire le travail qu'on est en train de faire. Donc c'est d'abord ce patriotisme, et aussi
le fait de pouvoir laisser quelque chose en héritage en termes de modèle, en termes de lutte, etc. Cela dit, bon, il y a des acteurs qui peuvent se dire que, bon, ce n'est pas efficace de rester au sein de la société civile parce que vous avez l'espace politique, donc on peut aussi aller au niveau de l'espace politique pour aller défendre parce que c'est aussi un espace. Et l'espace économique aussi. Je dis, bon, il n'y a rien au niveau de la société. Et certains d'ailleurs font la migration, quittent la société civile pour la politique. Exactement, donc on ne peut pas leur refuser. Vous avez la sphère économique, vous avez la sphère politique, vous avez la société civile qui est au milieu avec les populations. Nous aimons notre pays, c'est pour ça que nous faisons le travail. D'accord. Vous l'aviez dit, vous avez remarqué donc des bagarreurs, des seniors, si on peut les appeler ainsi, et qui ont œuvré dans le domaine de la société civile et qui continuent d'ailleurs de se mettre debout pour défendre les intérêts des populations. Aujourd'hui, vous faites la même chose. Mais est-ce que vous pensez que la relève est assurée? Est-ce qu'après vous, il y a des viviers, il y a des jeunes qui s'engagent encore? Ou bien, bon, il y a un peu de désintérêt? Je ne pense pas qu'il y ait de désintérêt et je pense que nous, on fait tout ce qu'on peut faire pour que la relève soit assurée. Puisque nos aînés ont fait tout pour être en train de nous laisser la main, nous n'avons pas de raison de ne pas faire la même chose. Et d'ailleurs, ce serait un échec si vous finissez quelque chose et vous ne pouvez pas assurer une relève. Là, c'est un échec personnel. Donc, je pense qu'il y a encore des jeunes qui veulent vraiment suivre cette voie de militantisme. Donnez-nous l'exemple de Social Watch Bénin. Est-ce que parmi vous, aujourd'hui, est-ce que dans votre équipe, il y a des jeunes? Quand je dis jeunes, il faut considérer quand même la tranche d'âge appropriée, des gens peut-être de 18 ans qui sont à vos côtés, de 20 ans qui sont à vos côtés aujourd'hui, en train d'œuvrer pour le bien-être des citoyens. Est-ce qu'il y en a? Votre question me permet de dire ce que c'est que Social Watch, parce que c'est un réseau d'organisations. On n'est pas membre de Social Watch en tant qu'individu. Donc, c'est 85 organisations de la société civile qui sont membres de Social Watch Bénin et qui sont réparties sur... vous allez les retrouver dans tous les départements du Bénin. Et au sein de ces organisations, il y a un vivier de jeunes et un vivier de personnes expérimentées, d'experts sur divers domaines. Donc... on peut dormir tranquille? Moi, je pense que la relève est là et il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous. Alors, vous êtes donc au niveau de Social Watch Bénin et c'est la session nationale de Transparency International Bénin. Alors, comment ça se fait? Je veux bien comprendre. Le fait qu'on dit session nationale de Transparency International Bénin. Ok. Social Watch Bénin est d'abord un réseau béninois, mais qui lui-même est membre du mouvement Social Watch Toukou, qui est aussi un mouvement international. Nous, on a été porté sur les fonds baptismaux en mars 2005, comme je l'avais dit tantôt. Et nous avons pour cœur de métier le contrôle citoyen de l'action publique. Et pour ça, on travaille sur les questions de gouvernance, la gouvernance démocratique, y compris à l'intérieur, donc la gouvernance politique, la gouvernance administrative et la gouvernance locale, sur la gouvernance économique. Et là, on est quand même au sein des acteurs de la société civile, l'organisation qui porte le lead en matière de suivi du budget de l'État. Là aussi, le suivi des marchés publics, les accords de partenariat économique. Et nous sommes aussi sur la gouvernance sociale, donc les politiques du secteur de l'éducation, les politiques du secteur de la santé, de l'eau. Comment est-ce que le citoyen est impliqué dans la phase de formulation, de mise en œuvre, le citoyen peut suivre à travers le contrôle citoyen. Et nous avons une dimension transversale qui est la prise en compte du champ. Et dans tout ceci, on essaie de faire sur 3 triptyques, je peux dire, la participation des citoyens, la redevabilité, donc la redevabilité en termes d'offres et de demandes, et la promotion de l'intégrité. Donc, dans la promotion de l'intégrité, nous avons la lutte contre la corruption. Et dans nos statuts, les statuts de Social Watch Bénin, il y a un aspect, un volet qui est que la Social Watch peut
en justice pour les cas pour les délits, les crimes de corruption, les détournements ou bien les crimes économiques dont sont victimes les populations béninoises. Et dans ce sens, nous, avec une ONG membre de Social Watch, qui est l'ONG ACRE, nous avons porté des dossiers devant les juridictions parce que nous avons reçu des plaintes, des dossiers bien documentés, et nous, on les transfère à la justice. Nous en étions là en train de faire ce travail depuis un moment, quand nous avons été approchés par Transparency International en 2015-2016, parce que nous sommes devenus, avant d'être section nationale, nous sommes devenus Contact National. Comme un point focal, c'est ça? Voilà. Okay. Voilà. Comme le premier niveau dans le mouvement Transparency, on est d'abord Contact National, et il y a un contrat, un agrément entre vous et Transparency International qui vous suit, vous fournissez vos rapports. Vous êtes rétribué pour ça, c'est ça? Non, le mouvement, les contacts sont indépendants du mouvement national. Donc, mais comme c'est un mouvement auquel nous adhérons, nous devons tout faire pour promouvoir, faire avancer les objectifs, les actions stratégiques du mouvement en tenant compte de notre contexte béninois. Et nous avons franchi un autre cap pour devenir section nationale en formation en octobre 2023. Et donc c'est une procédure, ou bien c'est un processus que le mouvement Transparency a mis en place, parce que votre émission m'a permis de savoir que Transparency existait au Bénin depuis 1996, sous l'égide du feu Monseigneur Isidore de Souza. Mais la session était composée de personnes physiques connues pour leur rôle. Mais après, il y a eu une situation, donc ça a sommeillé. Et maintenant, Transparency a changé d'approche pour vraiment que ce soit une organisation dans le pays qui donc œuvre dans la lutte contre la corruption, qui soit son membre. On peut dire qu'il y a un souci de crédibilité. C'est ça? Non, pas de crédibilité, mais c'est surtout de durabilité, de pérennité. Parce que, bon, les individus peuvent passer, mais les organisations, elles, on suppose qu'elles vont tout faire pour durer. Et les organisations ont des procédures, des rapports, peuvent être auditées, etc. Mais il ne faudrait pas oublier que même en tant qu'organisation, par exemple, nous, les membres de nos conseils d'administration, doivent signer qui n'ont pas de conflit d'intérêt particulier au niveau du Bénin. Et tous ces documents sont envoyés à Transparency, qui fait le suivi régulièrement pour que je reprends votre mot, la crédibilité du mouvement au niveau international ne soit pas entachée. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui présenter à ceux qui nous écoutent cette organisation internationale, Transparency International? Quelle est sa mission globalement pour que les citoyens puissent savoir? Parce que chaque fois on parle de classement de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. Mais d'abord, si on prend même l'organisation, elle fonctionne comment? Quelle est sa mission? Transparency International est un mouvement, est une organisation internationale qui fait la promotion de la lutte contre la corruption à l'échelle mondiale. D'accord. Transparency a été créé en 1993 et est basé, son secrétariat international est basé à Berlin, en Allemagne. Donc, Transparency veut lutter contre l'injustice due à la corruption en exposant tous les facteurs, tous les mécanismes qui favorisent la corruption, et pour mettre l'accent sur la promotion de la transparence, de l'intégrité, de la redevabilité. Et donc Transparency fait ce travail à travers les plaidoyers
Vous voyez, au niveau des Nations Unies, au niveau, si on vient en Afrique, au niveau de l'Union africaine, au niveau CEDEAO et au niveau des sessions nationales, au niveau de leur pays, de sensibilisation et de recherche. Et les recherches, parlant de l'indice de perception de la corruption, ça fait partie du volet recherche de Transparency International. Je parlerai tout à l'heure aussi d'autres outils de recherche de transparency. Donc, ce mouvement, il y a plus de 110 sessions nationales dans le mouvement actuellement. Et c'est un mouvement qui se remet continuellement en cause et s'adapte par rapport à l'environnement mondial du phénomène de la corruption. Et si vous permettez, oui, Transparency, avant que Social Watch ne devienne comptable national, c'est le gouvernement du Bénin, à travers donc, un appui de l'Union européenne, qui a fait appel en 2015-2016 à Transparency International pour venir évaluer au niveau du Bénin ce que nous appelons le système national d'intégrité de notre pays. Parce que pour Transparency, à la suite, je veux dire, à la suite du scandale que nous avons eu, le PPA2 et tout ce qui en est suivi, bon, le gouvernement d'alors, en fin de mandat, je pense, sous le président Boni Yayi, a demandé à Transparency donc de venir faire l'évaluation du système national d'intégrité. Et cette évaluation a été conduite au niveau du Bénin par Social Watch et Alcrest sur la méthodologie des experts de Transparency International. Et je pense que ce rapport a sonné un déclic au niveau du Bénin pour révéler que la corruption est un phénomène toléré, endémique au niveau du Bénin, et que le Bénin a même un casier judiciaire vierge parce que tous les dossiers de corruption au niveau des juridictions de notre pays, soit c'est des non-lieux ou c'était classé sans suite, mais il n'y a pas de décision vraiment de sanction spectaculaire comme on peut avoir dans d'autres pays. Donc cette évaluation a été menée et il y a eu un autre régime qui a suivi, le régime de son excellence le président Patrice Talon, qui a endossé le plan d'action en conseil des ministres de cette évaluation, et les instructions étaient données au niveau de toutes les structures de l'État, institutions et l'administration publique de mettre en place des plans de promotion de l'intégrité, de lutte contre la corruption. Ce travail a été fait et nous avons participé à travers un programme d'appui à la lutte contre l'impunité, au renforcement de l'état de droit social, je veux dire Transparency International, à accompagner le Bénin dans la mise en œuvre donc de ce système, de son système de lutte contre la corruption. Et entre autres, je veux rapidement, entre autres choses qu'on a eu à faire, action, il y a des renforcements de capacités. Par exemple, au cours de ce programme, nous avons fait la promotion, nous avons fait la campagne dénommé la Cour des comptes que nous voulons. C'était un programme qui a démarré en 2019. Et donc, la Cour des comptes que nous voulons, parce que vous figurez-vous qu'en 2019, on a constitutionnalisé la Cour des comptes. Mais constitutionnaliser la Cour des comptes ne suffisait pas. Il faudrait vraiment que les tests qui doivent régir la Cour, les lois organiques et autres, soient conformes aux standards des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Nous avons accompagné ceci en partenariat avec le ministère de la Justice à la formation des magistrats dans les 3 ressorts des cours d'appel de notre pays sur la corruption, le blanchiment de capitaux et aussi un partenariat avec l'école de formation des professions judiciaires, avec la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. On a renforcé donc des notaires, des avocats, des experts comptables sur leur rôle dans la détection de blanchiment de capitaux. Nous avons formé des journalistes, je pense 120 journalistes en technique d'investigation sur les sujets de corruption. Les officiers de police judiciaire aussi ont été formés, des acteurs de la société civile, etc. etc. Donc ce travail a été fait avec l'accompagnement technique de Transparency International.
concrètement, je le disais tantôt, un rapport a été édité, donc le rapport de 2024 a été édité, c'est au cœur de l'actualité. Mais je voudrais fondamentalement que vous puissiez expliquer à ceux qui nous écoutent quel peut être le sens et la portée de ce classement. Faire le classement par pays en se référant à l'indice de corruption. Quel impact cela peut avoir sur la communauté? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Vous me permettez donc de revenir quand je parlais du volet de recherche que fait Transparency International. Oui. Donc, il y a l'indice de perception de la corruption qui est l'outil le plus connu. Mais Transparency a quelques autres outils. J'ai parlé par exemple de l'évaluation SNI, Système National d'Intégrité, c'est aussi un outil au service des États. Et nous avons le baromètre mondial sur la corruption et le rapport mondial sur la corruption. Par exemple, le rapport mondial sur la corruption, c'est un rapport qui peut concerner une région du monde ou bien qui peut concerner un secteur, un domaine donné. Le baromètre, et je voudrais vraiment, parce que chaque année, nous devons redire les mêmes choses, même pour les médias, que l'indice de perception de la corruption, c'est un outil pour évaluer la perception. La perception, mais pas la perception des Béninois, de ceux qui vivent, de nos citoyens béninois, mais la perception de l'extérieur, surtout les milieux des affaires, comment ils perçoivent le Bénin, le secteur public au niveau du Bénin, quelle perception ils ont de la corruption dans notre pays. Le baromètre ira plus loin. Le baromètre maintenant va s'intéresser à ceux qui vivent les situations de corruption. Là, il va donner la parole à ceux qui sont sur le terrain. Par exemple, si on veut faire le baromètre sur la corruption en Afrique, le dernier que Transparency a fait, parce que vous allez voir, mesurer la corruption est complexe et la mesurer, c'est plus difficile que la perception. Donc, et ça, le dernier baromètre que le Transparency a eu à faire date de 2019. Mais vous allez voir que l'indice de perception, ça vient chaque année. Parce que l'indice de perception, d'abord, ce n'est pas la perception de Transparency International. OK. C'est pas... Et donc, parce que les gens, ils s'attendent souvent à Transparency International sur la note, surtout quand les notes des pays, ça n'arrange pas les pays, ça régresse, etc. Okay. Mais quand ça augmente, on est content. Et donc, l'indice, c'est une perception. Mais une perception que Transparency International tire à travers 13 sources. 13 sources. C'est-à-dire que c'est des sources externes à Transparency International. Okay. Et ce qui est important sur l'indice de perception de la corruption, c'est la note sur l'indice. Ce n'est pas le rang. Mais c'est la note sur l'indice. L'indice. Cette place, 7e place au plan africain, pour vous, ça n'a pas de sens. Vous cherchez beaucoup plus la note, c'est ça? Bon, au plan africain, je viendrai ça. Mais si vous disiez au plan mondial, je peux vous dire, je vais vous donner un exemple. Allez-y. La note, c'est ça qui mesure l'indice. Ok. C'est une note sur 100 d'ailleurs. Une note sur 100. C'est ça, je voudrais dire, les acteurs des médias et tous ceux qui s'intéressent à l'indice là doivent s'intéresser à la note. D'accord. Par exemple, et ça, pour le Bénin cette année, nous avons, peut-être j'avance sur vos questions, mais nous n'avons gagné qu'un seul point dans le rang. Oui. On a quitté 70 pour être 69e. Oui. Mais sur l'indice, on a gagné 2 points. Donc, il faudrait communiquer plus sur quoi? Là, on a sur l'indice. Mais les gens ne communiquent pas souvent sur l'indice parce que les rangs, ça bouge d'année en année. Le Bénin est resté statique. En 2023 et 2021, 43 points. Mais vous pouvez rester là et changer dans le rang. Oui. Donc, vous pouvez changer de rang, mais vous n'avez pas bougé. Donc, ce qui montre que vous avez bougé, c'est la note sur l'indice. Ce n'est pas le rang qui montre que vous avez bougé. Parce que si vous bougez sur la note, forcément,
ça va avoir un impact sur le rang. Mais le rang, alors dites-nous, comment on calcule? Comment Amnesty International calcule tout ça? Parce que vous aviez dit qu'il y a 13 sources qui renseignent l'institution. Mais après, là, quand on va sur papier, comment on fait? Comment on fait les calculs? Oui, donc parlons un peu des sources. Et quelques sources, parce que le Bénin, ce n'est pas les 13 sources qu'on utilise pour le Bénin. Le Bénin, le maximum de sources utilisées pour le Bénin, c'est 7. Cette année, ça a été 6 sources, parce qu'il y a une source qui a manqué, c'est le Forum économique de Davos. Il y a une enquête qui est réalisée. Le forum se tient chaque année en janvier dans la station balnéaire en Suisse. Là. Mais en 2023, il n'y a pas eu une enquête où le Bénin est pris en compte. Donc, si sur les 13 sources, si votre pays n'est pas de note, bien n'est pas pris en compte, on ne prend pas en compte cette source. Mais pour que vous soyez dans l'indice, il faut au moins que votre pays soit cité dans 3 sources au moins. Donc, le Bénin a 6 sources, c'est déjà bien. Donc, je peux parler des sources du Bénin parce que c'est ce qui nous concerne. Oui, allez-y. Donc, les sources du Bénin, il y a une source au niveau de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Il y a ce qu'on appelle l'indice de transformation de la Fondation Bezalel. Et nous avons variété de justice et nous avons le World Project Justice qui mesure l'accès à l'état de droit. Et pour le Bénin, c'est les évaluations de la Banque mondiale. On appelle ça en anglais CPIA, donc en anglais CPIA. Donc ça évalue les institutions, les politiques dans les pays pour voir comment. Et si vous vous souvenez, l'année dernière, même le gouvernement a fait un communiqué par rapport à ça. Le Bénin a gagné 0,1 point. Donc est passé de 3,8 à 3,9. Cette évaluation, c'est de 1 point à 6. Donc, vous voyez ce que le 0,1 que le Bénin a gagné sur cet indice. Transparency, parce que ce n'est pas suffisant. Donc, on normalise les chercheurs. Il a une équipe qui normalise. Par exemple, si c'est 1 à 6, on ramène à l'échelle de 100, ça va faire combien? Donc, c'est ce travail qui se fait sur tous les indices, les normaliser, les ramener à 100 et maintenant faire tirer les moyennes. C'est ce qu'une équipe de recherche fait au niveau de transparence. Donc, si vous voyez, ce n'est pas Transparency qui questionne les gens au Bénin ou qui fait non. C'est ce que le Bénin est au niveau de ces différentes sources que je viens de citer. Le Bénin dans World Justice. Ce n'est pas Social Watch qui donne les informations sur nous. Non, ce n'est pas Social Watch qui donne les informations. Nous, ce que nous avons quand même la primeur d'être informés et des résultats qui sont sous embargo 3 mois à l'avance. Moi, je savais 3 mois à l'avance la note du Bénin. Mais pourquoi vous n'avez pas communiqué des yeux? Mais c'est sous embargo. D'accord. Les sessions nationales doivent garder l'embargo jusqu'à... Et donc, entre cette période, nous avons la possibilité de... Parce qu'il arrive, nous disons, mais pourquoi vous avez donné telle note à notre pays, mais nous avons avancé ici, etc. Bon, mais ils vont dire, voilà ce que la note que la source a sur votre pays. Donc, c'est pour ça. Sinon, les gens peuvent penser que c'est social. Non, ce n'est ni Transparency International, ni Social Watch. Et je me suis même posé la question, si le Bénin avait régressé au niveau donc de cette évaluation de la Banque mondiale, le CPI de la Banque mondiale et de la BAD, on n'aurait pas la note qu'on a eue, les 45 points sur 100. Voilà. Donc, et la corruption étant vraiment une approche pluridimensionnelle. Il faut que le Bénin travaille sur toutes les sources, tout ce qu'il évalue. Si nous avons de bonnes notes, je pense que, si on fait l'effort, malheureusement, le forum de Davos a déjà eu clôturé en janvier parce que j'espère qu'il y a eu une évaluation, une enquête qui a pris en compte le Bénin. Si notre note s'améliore à ce niveau aussi, je pense que l'indice de 2025, ça va aussi être une amélioration. Donc, c'est ce que Transparency fait
Et après, donc, la portée de ce classement, c'est que ça porte sur 180 pays et territoires. Ce n'est pas comme les autres 6 pays dont je vous parle, ça porte sur 37-39 pays. Donc, mais Transparency va au-delà, c'est 180 pays et territoires qui sont couverts par l'indice de perception de la corruption. Et il y a un effort même qui a été fait, donc au-delà du niveau mondial. Bon, le niveau mondial, vous savez, il y a déjà des pays qui sont toujours en tête, comme le Danemark, la Finlande, et autres, le Singapour. Voilà les 3 premiers de cette année. Et ça, c'est au niveau mondial. Au niveau mondial aussi, nous avons des pays qui ont régressé. Pendant que le Bénin gagne 2 points, par exemple, la France perdait 4 points. Voilà, sur la note, parce que c'est la France, on regarde la France souvent en face pour pouvoir se migrer. Et la Transparency est allée aussi dans une évaluation au niveau régional pour voir l'Afrique subsaharienne, pour évaluer les pays, pour classer les pays. Et c'est là où le rang, le 7e rang. Parce qu'au niveau mondial, le Bénin, c'est 69e rang. Donc, sur le rang, on a progressé d'un seul point. Et je peux vous dire, cette année, c'est la première fois que le Bénin dépasse la moyenne mondiale. Parce que la moyenne mondiale, elle s'est stagnée autour de 43 points sur 100. D'accord. Ouais. Mais le Bénin est resté toujours en dessous. Maintenant, le Bénin a dépassé ce seuil-là. Donc, si c'est ça, on peut bel et bien comprendre ce communiqué du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, qui félicite le président de la République et qui dit que, bon, il a mené des actions, il a pris des décisions courageuses et autres. On peut donc dire que c'est la dynamique du Haut Commissariat. Ouais. Vous savez, pour la lutte contre la corruption, il y a un premier intrant, je peux dire, c'est la volonté politique. La volonté politique dans tous les pays. Donc, il y a le leadership et la volonté politique de celui qui... Bon, on peut le dire en discours, mais maintenant, dans la réalité, ça peut être autre chose. Mais bon, donc, il y a la volonté politique, il y a le cadre légal et le cadre institutionnel. Attendez, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la volonté donc, du président de la République peut bel et bien ne pas se matérialiser sur le terrain, c'est ça? Non. Si le président dit, bon, ok, il faut maintenant finir avec la corruption, ou bien il faut réduire considérablement la corruption, d'autres vont rester en dessous et dire, bon, nous, on n'est pas dans la même dynamique que le chef, c'est comme ça? Non, d'abord, le chef seul ne peut pas lutter contre la corruption. Comme on dit, une hirondelle ne peut pas faire à elle seule le printemps. Mais je pense qu'à des discours solennels d'investiture, le chef de l'État, il a engagé cette volonté politique dans ces discours d'investiture. Et nous n'avons aucune raison de douter. De ne pas croire. De ne pas croire, parce que quand même, c'est des moments solennels. Un discours d'investiture dit à la première investiture et réitéré à la seconde investiture. Bon, et on a vu aussi quand même au niveau du cadre institutionnel ce qui a été fait. Je ne vous dirai pas... Je vous dirais par exemple que la CRIET, je parlais tout à l'heure de l'évaluation du système national d'intégrité. Dans ce rapport, le rapport avait préconisé qu'il y ait au niveau de notre justice un pôle de juges financiers qui soit que des gens pour réprimer la corruption, les crimes économiques. Bon, je pense que la création de la CRIET a fait écho à cette recommandation. L'usine qui fabrique les 20 ou les 10 ans là? Bon, non, c'est pas les 20, les 10 ans. C'est la loi, il applique les lois. Donc, il y a c'est une boîte qui vous envoie au tôle rapidement. En fait, je vous disais tantôt que l'évaluation du système national d'intégrité a dit que le casier judiciaire du Bénin en matière de répression était vierge. Donc, depuis la CRIET, au moins, il n'y a plus de casier judiciaire vierge pour le Bénin. Il y a des dossiers qui sont conduits, il y a des peines qui sont prononcées, etc. Donc, c'est pour vous dire que
ça a été quand même un souhait des acteurs de ce rapport, une recommandation de ce rapport qui a été concrétisée par le chef de l'État. Je vous ai aussi dit que ce rapport de SNI a entériné en Conseil des ministres et des instructions ont été données pour que le plan d'action soit mis en œuvre. Donc, il y a la volonté politique qui est très, très importante pour que la lutte contre la corruption soit engagée dans un pays. Bon, maintenant, après, il y a le cadre légal et le cadre institutionnel. Et parlant de... Donc si je retiens quelque chose, oui. Le fait que la CRIET a été créée, et bien entendu, des citoyens ont été donc envoyés en tôle pour des faits de corruption, de vol de ceci, de détournement, de vivres par exemple au niveau des cantines scolaires. Il y a eu des dossiers qui ont été sanctionnés et tout. Ça a permis un tant soit peu de relever le niveau du Bénin en termes d'indices, c'est ça? Comme je l'ai dit, oui. L'indice c'est à travers les autres évaluations. Donc par exemple, si Justice Project, oui. En analysant le secteur judiciaire du Bénin, mais ça n'a pas été le cas parce qu'au niveau de cet indice, le Bénin n'a pas bougé. Donc, ça aussi joué grandement sur la perception à l'extérieur, donc que le Bénin mène une lutte contre l'impunité parce que le rapport SNI avait dit que c'était toléré, l'impunité était de mise. Donc, si les milieux externes, les milieux d'affaires, parce que voilà, vous avez parlé tout à l'heure de sens, de la portée. L'indice, les opérateurs aussi, pour venir investir au Bénin, ils vont regarder la note du Bénin. Ils vont se dire, est-ce que c'est un pays sûr, c'est un pays où quand même la corruption est réprimée. Donc tout ceci, ils vont être rassurés que quand même il y a quelque chose qui se fait au niveau du Bénin parce que il faut quand même dire que, comme je l'ai dit, les notes c'est très important parce que c'est la première fois. Donc, on a eu 40, 43 et puis maintenant 45. C'est vrai que cette note de 45 nous place toujours parmi les 2 tiers du monde. Parce qu'il y a 2 tiers, l'IPC montre qu'il y a 2 tiers des pays du monde qui n'ont pas la moyenne, qui sont à moins de 50. Et en Afrique subsaharienne, 90% des pays n'ont pas la moyenne, c'est-à-dire 50 points sur ça. Et le Bénin fait encore partie de ces 90%. Donc, l'objectif du Bénin doit être donc de sortir de ce lot des 90 pour rejoindre le peloton de 5 de tête. Je vais parler des Seychelles, de Botswana, de Cap-Vert d'abord. Donc, les Seychelles qui ont 72 points sur ça. Le Botswana 62. Le Cap-Vert 62, le Botswana et le Rwanda 57, et Maurice qui a commencé par un peu dégringoler ou bien stagner 51. Voilà les 5. Et quand vous prenez la région africaine, notre moyenne c'est 33 points sur 100. D'accord. Et donc la note, vous voyez la note de la région africaine même est de 10 points d'écart avec la note de la région mondiale. Et quand vous prenez tous les pays d'Afrique, l'Union africaine, c'est 32. C'est-à-dire les pays d'Afrique du Nord viennent même plomber encore la note parce qu'en Afrique du Nord, vous avez l'Égypte, vous avez la Libye, vous avez l'Algérie qui n'ont pas de bonnes notes. D'accord. Vous avez que le Maroc et la Tunisie qui essayent de tutoyer 40. Donc le Bénin est en avance. Donc l'effort du Bénin, c'est de sortir de ce lot. On peut y arriver ? Je pense bien. Parce que il y a les réformes qui sont en cours. Vous savez, ce qu'on peut reprocher, et ça c'est un rapport du FMI qui le dit, rapport de diagnostic gouvernance globale pour notre pays, en voulant rien que faire de la répression, nous avons délaissé la prévention. Or, la prévention est un chapitre très important de la Convention des Nations Unies. On a le Haut Commissariat, non? Ouais, la prévention. Oui, c'est ce que je dis. C'est un rapport du FMI de 2022 qui a été publié au début 2023. Or, s'il arrive à le dire, c'est parce qu'il y avait un vide. Le Haut Commissariat était créé à la loi en avril 2020 par la loi,
mais n'a pas été installé. Vous savez que c'est n'est qu'en juillet dernier que le haut-commissaire a été nommé. Bon, donc ce rapport a demandé que le haut-commissariat soit opérationnalisé. Non seulement soit opérationnalisé, mais parce qu'ils ont regardé la législation, il faut qu'on lui donne toute l'indépendance qu'il faut, tous les moyens qu'il faut, parce que l'opérationnaliser, c'est une bonne chose. Donc, je peux dire que le Haut-Commissariat vient à peine... sur une autre chaîne aujourd'hui, il y a le débat toujours sur la corruption où le représentant du Haut-Commissariat disait qu'ils n'ont pas les moyens pour faire le job. On va cotiser pour eux? Non, c'est une institution de la République, placée sous le chef de l'État. Et c'est là aussi ce que je suis en train de dire. Donc, s'il y a volonté politique, ça va se matérialiser par les moyens qu'on mettra à la mais déjà, de fait d'opérationnaliser, c'est déjà une manifestation de cette volonté. Et il faut que ça se poursuive et que cette structure ait les moyens de son action. Parce que la répression dans tous les pays, l'incrimination, ça a montré ses limites. Et donc, il faudrait beaucoup plus parler de la prévention. La prévention, comme on le dit, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, déjà, cette institution qui est mise en place... Est-ce qu'on a frappé assez pour dire que maintenant, on va concentrer nos énergies sur la... Il y a des corrompus qui sont là dans le pays. Et nous savons tous, les corrupteurs, les corrompus, nous sommes tous embarqués, citoyens, que ce soit au bas de l'échelle, dans le village ou en ville et tout. Nous connaissons nos pratiques, nous savons ce que nous faisons dans ce pays par rapport à la corruption. Est-ce que pour vous, le Bénin est en train de faire ce qu'il faut pour vraiment réduire ce fléau-là? Je pense Dès que vous répondez, on va donner la parole aux auditeurs. Oui, il y a plusieurs institutions dans le pays qui... Ce n'est pas seulement le Haut-Commissariat, ce n'est pas seulement la Criette. Par exemple, vous avez des personnalités et ce n'est que la Haute Cour de justice qui doit s'occuper de leur cas. Donc, il faut que, à ce niveau, la Haute Cour doit faire son travail. Vous avez même la Cour des comptes, l'institution supérieure de contrôle des finances publiques a un grand rôle à jouer, aussi bien dans la prévention que dans la répression de la corruption. Parce que ces rapports doivent être des rapports très utiles pour que le juge s'empare des dossiers. Donc, je pense que les efforts de notre pays, je vais prendre le dernier rapport de Afrobaromètre. L'Afrobaromètre fait des cycles d'enquête sur sur un certain nombre de sujets, dont la corruption. Et je peux vous lire, j'ai pris la note là. D'accord, allez-y, comment est-ce que les citoyens qualifient de bonne ou mauvaise, comment le gouvernement répond aux préoccupations concernant la lutte contre la corruption au sein de l'administration? Donc, à ce niveau, on voit quand même qu'il y a près de 70% des Béninois qui pensent que quand même le gouvernement fait plutôt bien. Et ça a été à peu près la note. Quels sont ces Béninois là? Vous les connaissez? Non, c'est une enquête c'est sur un échantillon. Oui. Et l'enquête a eu lieu l'année dernière. Ils ont bien sélectionné les Béninois là? Non, une enquête, vous ne sélectionnez. Vous avez. Bon, les Béninois là, en tout cas, l'échantillon doit être composé de Béninois ayant au moins 18 ans. Tout à fait. Voilà, donc ayant au moins 18 ans. Et ça doit être des gens qui ont été, c'est-à-dire les faits de corruption là. Oui. Parce que si vous n'avez, est-ce que vous avez été victime ou bien des pratiques de pot de vin là au niveau de vous avez connu ça et c'est donc en connaissance de cause que ces gens sont exprimés et ça fait ce résultat c'est sensiblement le même résultat qu'en 2019 lors de baromètre, donc du baromètre mondial et le volet africain. Ça veut dire quand même que les Béninois... Mais il y a un point important qui mérite attention. Allez-y. C'est que quand on leur demandait au Bénin, le citoyen ordinaire peut-il signaler les actes de corruption sans peur ou risque de représailles ou d'autres conséquences négatives quand il parle? D'accord. Et là, 31% pensent qu'on peut signaler. Mais
on a 67, disons 68% Oui. qui pensent qu'il y a des risques de représailles et d'autres conséquences négatives quand tu parles de la corruption. Et ça aussi, ça veut dire qu'il y a un travail à faire à ce niveau, oui, pour rassurer les gens. Justement, donc je parlais du cadre légal, on a parlé du haut commissariat. Se faire gifler après avoir dénoncé un corrompu, ça peut amener donc à rester tranquillement dans son coin. Oui, c'est ça la nécessité d'une protection de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte et l'accès à l'information. On ne peut pas lutter contre la corruption si les gens ont peur à cette proportion-là de dénoncer. Non. Et le Bénin, quand j'ai parlé du cadre légal, le cadre légal, avec la suppression de la loi 2020-11 portant 12 portant infraction contre la corruption, les dispositions de protection des lanceurs d'alerte ont été enlevées. Oui. Donc, les lanceurs d'alerte au Bénin ne sont pas protégés. D'accord. Je vais donner la parole aux auditeurs qui vont vous poser des questions et après, on reviendra au plateau, vous allez répondre et surtout, donc, nous dire concrètement, selon vous, quelles sont les stratégies qu'on peut mener très rapidement pour améliorer donc l'indice de perception de la corruption sur notre pays de Bénin. On va prendre le premier. Bonjour. Bonjour mon cher Benjamin Honoré Naouma. Oui, votre nom? Valentin Alonou, en directeur de Tonvi commune de Tanakodi. Nous vous écoutons. Bonjour cher invité. Bonjour monsieur. Oui, j'ai quelques préoccupations pour vous. Et vous, dans votre développement, vous avez amplifié, vous avez parler de la volonté politique. Et là, moi, je vois à travers cette volonté politique la volonté du gouvernement. Et dans votre développement, vous avez aussi dit que vous avez travaillé avec Alcré. Moi, je ne sais pas si vous avez fonctionné un peu avec FONAC. Si oui, qu'avez-vous fait pour accompagner M. Jean-Baptiste Hilia dans ces nombreuses sorties qui a souligné à travers ces sorties les cas de corruption. Et il est allé jusqu'à demander que le ministre des Finances puisse mettre à nu les fiches de paie des membres du gouvernement. Et il a demandé aussi que les membres du gouvernement et certaines personnalités de ce pays puissent faire déclarer leurs biens à la Cour des comptes. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette déclaration, mon cher invité? Deuxième préoccupation. Votre institution a-t-elle réellement agi dans la transparence avec des cas d'agissement des membres du gouvernement? Est-ce que vous avez eu la paix pour bien travailler dans l'efficacité? Parce que moi, je doute de la réalité, de la sincérité de vos résultats. Est-ce que la politique ou le gouvernement n'a pas agi peut-être sur votre manière de fonctionner? Et soyez pour finir. Allez-y rapidement. Que faites-vous pour accompagner les forces politiques dans l'audit de la liste électorale, puisque là aussi, on peut relever les cas de corruption? Qu'est-ce qu'avez-vous fait pour accompagner surtout l'opposition à réellement auditer la liste électorale pour le compte des élections générales 2026? Voilà mes préoccupations. D'accord, merci beaucoup à vous. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui. Moi, on m'appelle Idriss Souliani du Koumayon. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour, monsieur. Oui, et vous ne voyez pas que si avocats, magistrats, notaires, commissaires, procureurs, etc., sont inaptes, est-ce que le système n'est pas gangréné? Comment le haut commissaire peut fonctionner correctement dans ce système? Et c'est ça qui fait que nous ne sommes pas deuxième ou bien troisième. Qu'en dites-vous qu'en pensez-vous des entrepreneurs qui ont pris des marchés devenus des éléphants blancs? Est-ce que les gros groupuscules complices seront convoqués et traduits devant la justice? Voilà que la justice est inapte et elle fait penser aux promesses mirobolantes
et ne pas statuer comme il le faut en parlant d'insuffisance de charge. Qu'en dites-vous? D'accord. Merci. Je vous remercie. À dimanche prochain. Merci. Un autre bonjour. Quelqu'un est là? Si quelqu'un est là, on va le prendre. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Sébastien Nwahosu. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité. D'accord. Invité, bonjour. Bonjour, monsieur. Ma première préoccupation, est-ce que les OSC, les organisations de la société civile, font peur aujourd'hui au Bénin? Et deuxième préoccupation, comment voyez-vous la lutte contre l'impunité? Et moi, il me semble que cette lutte est sélective et je donne quelques exemples pour élucider ma préoccupation. Je donne l'exemple du siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Nous ne connaissons pas les mises en cause et la maison est en destruction. Il y a CCIB, les chambres du commerce et de l'industrie à Porto-Novo, construites à Porto-Novo. On vient de détruire la maison, mais nous ne connaissons pas les mises en cause. On nous a parlé de plus de 44 milliards engloutis dans Maria Greta 1. Les mises en cause, nous n'en connaissons pas. Et depuis là, on lutte contre la corruption. Comment vous voyez ça? Ma dernière préoccupation, quand on sait qu'en Afrique, généralement, dans mon pays, le Bénin, l'homme est toujours redevable à celui qui l'a nommé. Est-ce que pour une lutte bien réussie, une lutte impartiale, il faut créer une structure de la lutte contre la corruption, que c'est le président qui nomme le responsable, ou le chef, ou les politiques nomment les responsables, et ça serait placé sous la tutelle du président de la République. Parce que nous savons que nous sommes en politique, et en politique, vous savez ce qui se passe. Est-ce qu'on peut faire une lutte implacable, une lutte impartiale dans ce sens? Sébastien Nwahosu, je suis. Bon dimanche à vous. Merci. Quelqu'un là? D'accord. Je pense qu'on va revenir au plateau et vous allez commencer par répondre, bien entendu, aux auditeurs qui ont déjà appelé. Les autres peuvent envoyer la question via WhatsApp s'ils sont intéressés ou s'ils ont une préoccupation particulière. Vous avez la parole, Monsieur Deguet ou Oui. Jean-Pierre. Je salue les auditeurs pour leur préoccupation et leur intérêt pour le sujet. D'accord. Parce que c'est un sujet qui doit nous préoccuper tous dès lors qu'on parle de la lutte contre la corruption. Ça doit nous préoccuper tous parce que c'est notre argent. D'accord. C'est notre responsabilité. Ça doit nous préoccuper parce que chaque Béninois a droit à ne pas être victime des abus de pouvoir ou de fonction de quelqu'un pour qui veut vraiment faire de l'extorsion avant de fournir le service auquel le citoyen a droit. Donc c'est une cause commune, si je peux m'exprimer ainsi. Okay. Et tout le monde doit être impliqué. Et mon président, le premier intervenant, le président Elias, ce que Fonds Social Watch a créé pour accompagner le FONAC. Je pense que le FONAC, en tant que Front national des organisations anticorruption, est dans le champ d'action, est sur le... C'est-à-dire qu'il y a quand même une synergie de pensée ou bien même de soutien que les autres organisations apportent. Parce que, figurez-vous qu'il n'y a pas de nombreuses organisations de la société civile qui aient dans leur objet social de lutter contre la corruption au niveau de Bénin. Il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Donc, chaque fois que le FONAC intervient ou interviendra sur les sujets de corruption, les autres organisations seront toujours solidaires du FONAC pour que la vérité puisse être faite et que
les citoyens, le denier public soit préservé. Donc je veux dire que toutes les sorties du président Elias sur le sujet de la corruption, je pense qu'il partage aussi même les éléments avec nous, on écoute, et non seulement c'est formateur pour nous, mais on est inspiré, et je pense qu'il y a les acteurs, il n'y a pas de divergence, il n'y en a pas entre les organisations. Peut-être que d'autres, comme les nôtres, comme Social Watch, vous n'allez pas, parce que vous n'allez pas nous voir sur des déclarations de presse, des sorties médiatiques, parce que vous n'allez opiner. Par exemple, quand le FONAC sort, le FONAC a les dossiers, le FONAC a fait les investigations. Donc, si nous n'avons pas fait des investigations, j'ai dit tout à l'heure que si nous, on transmet les dossiers à la justice. D'accord. Voilà. Donc, chaque organisation a sa manière de fonctionner. Voilà. Mais vous soutenez le FONAC dans sa lutte contre la corruption? Oui, parce que... Vous lui fournissez des informations par moment? Vous lui donnez des biscuits? Non, en tout cas, les travaux intellectuels, nous travaillons ensemble avec le FONAC. D'accord. Et nous sommes... nous nous retrouvons même dans plusieurs creusets de discussion, d'échanges. Et nous apprenons beaucoup. Je pense là, c'est le lieu de lui rendre hommage. Nous apprenons beaucoup du président Jean-Baptiste Elias pour sa densité, pour le travail qu'il fait. D'accord. Voilà. On a parlé de déclaration de biens. Déclaration de biens. Oui. Ah, il y a une question sur la déclaration de biens. Oui, tout à fait. Valentin Ayanou qui a dit que il y a quand même Jean-Baptiste Elias qui a dit souvent que les gens doivent déclarer leurs biens et tout ça. Voilà. Donc, je pense que ça, c'était avant, quand il y avait la loi. J'ai dit tout à l'heure que cette disposition a été supprimée. Et c'est renvoyé maintenant à un décret qui a été pris récemment. Oui. Nous avons pris connaissance de la lecture du décret. Et vous savez, avant, par exemple, la NLC... J'ai l'impression que vous ne voulez pas nous dire la vérité. Non, je vous dis... La NLC, en tant qu'autorité nationale de lutte contre la corruption, oui, tout à fait, faisait le point. Oui. Et on pouvait savoir qui a déclaré au niveau des députés, au niveau des choses. Moi, je me rappelle que les gens ont dit, bon, un député n'a rien à déclarer. Les gens qui accèdent à la fonction publique, les agents publics, là, en tout cas, si vous ne voulez pas déclarer les biens, il ne faut pas se porter candidat à un certain nombre de postes, parce que c'est clair sur la Convention des Nations Unies et aussi la Convention de l'Union africaine sur la déclaration des biens. Mais le décret actuel qui est pris ne dit pas, par exemple, si vous ne déclarez pas, quelle est la sanction? Vous lisez le décret du début jusqu'à la fin, vous n'avez pas de sanction. Vous n'avez pas, quelle est la structure qui va même s'assurer que les gens ont déclaré ont bien déclaré et ont déclaré dans les délais ou pas. Donc, c'est renvoyé seulement à la Cour des comptes que, bon, les gens viennent, la Cour des comptes va faire un formulaire, les gens vont l'utiliser pour faire la déclaration des biens. Or, la déclaration des biens est déjà, quand nous parlons de prévention, c'est déjà un premier élément de prévention de la corruption dans un pays. Donc, au Bénin même, les biens ne sont même pas publiés. Les biens déclarés ne sont pas publiés. Ailleurs, c'est publié, c'est sûr, ainsi tout le monde peut voir et le citoyen peut savoir que non. Ici, c'est juste, il a tel bien quelque part, on ne voit pas figurer dans cette loi. Donc, il n'y a que les institutions, comme la Cour des comptes, qui peuvent savoir ce que la personne a réellement. Donc, vous êtes en train de dire que c'est la poudre aux yeux, tout ce qu'on entend là, c'est ça? C'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut véritablement pour lutter contre la corruption, c'est ça? Je veux renvoyer au rapport de gouvernance globale du FMI qui dit que en matière de déclaration des biens, le Bénin doit encore élever le niveau pour pouvoir respecter. Donc le standard est trop bas. Non, on n'est pas encore dans les bonnes pratiques. Voilà les expressions, dans les bonnes pratiques et les standards requis. Et si on n'est pas dans ces bonnes pratiques, on peut prendre les décrets, on peut prendre les tests, mais bon, ça n'aura vraiment pas d'effet.
sur la prévention. Parce que si on occupe donc 7e rang aujourd'hui avec ce que nous connaissons au Bénin, là, ça veut dire que si on fait un peu plus d'efforts, on doit pouvoir sortir la tête de l'eau. Oui. Si déjà on travaille sur les déclarations de biens, des politiques qui viennent et qui prennent des postes de responsabilité, et bon, ils sont peut-être à motocyclette ou je sais pas quoi, ou bien à un petit véhicule, mais après, bon, on ne comprend plus rien. Le gars devient à l'aise, très rapidement. Après, il finit sa fonction, il s'en va, il rend pas de compte à quelqu'un. Le Bénin est comme ça. Alors que nous disons que nous luttons contre la corruption. Voilà la problématique. Oui. Comment on fait? Vous êtes impuissant, c'est ça? Vous, dans votre position? Non, la société civile va faire sa contribution. Oui. Et je disais, il y a une... vous allez tout à l'heure, dans votre question, vous m'avez dit qu'est-ce que je vais proposer pour une lutte efficace. Donc, il y a l'approche collaborative dans cette lutte. Il n'y aura pas que la société. La société civile va faire ce qu'elle va faire. Parce que vous savez, attendez, oui. je vous arrête pas, vous allez revenir. Mais on rencontre des politiciens qui vous disent, après, c'est que sa communauté sait très bien qu'il s'est enrichi subitement, mais lui il vient avec, comment dirais-je, une allure totalement... Donc, et il dit, bon, j'étais riche avant. Mais il était riche avant sous quelle base? Personne ne sait. Vous avez bien touché une question parce que avant, dans la loi de 2011-20, là, oui. L'enrichissement illicite. Voilà, c'est prévu. Donc, maintenant, on a supprimé cette loi. Est-ce que quelles sont les autres dispositions pour pouvoir réprimer ça? Même incriminer quelqu'un d'enrichissement illicite. Il est que aujourd'hui il y a parce une que loi. Le monsieur n'a pas un salaire élevé, mais il a des bâtiments, il a des maisons, il a des immeubles et tout le monde voit les signes extérieurs de richesse, mais l'État ne fait rien. Les acteurs de la société civile aussi, bon, on ne sait pas, vous avez aussi peut-être peur d'aller chercher des histoires et autres. Dites-nous franchement. Il y a assez de dispositions. Par exemple, ce que vous venez de dire, les propriétés effectives. Oui. On doit avoir la liste des propriétés effectives. La liste, c'est-à-dire une entreprise, la liste des propriétés effectives. On ne veut pas des parce qu'il y a aussi des prêtres, il y a des prêtres non, tout ça là. Donc, mais c'est des dispositions qui existent. Il faut que le Bénin qui s'engage mettre en application ces dispositions-là. Là, vous verrez, prête non, avec toute la la digitalisation qu'on est en train de faire dans le pays et vous devez aller avec votre identifiant fiscal unique. On peut, avec l'histoire de prête non, ça doit finir. Parce c'est pour ça là on met tout. Mais il faut que quelqu'un contrôle. Bien sûr. Parce que si mon oncle est ministre et il va acheter donc un domaine quelque part et met son neveu comme chose là, comme propriétaire, on doit pouvoir dire, mais ce neveu là, tu travailles où, tu gagnes combien pour pouvoir acheter ça, être propriétaire. Il faut quand même qu'on puisse organiser tout ça dans la cité. Oui, justement, c'est de ça il s'agit. Le propriétaire effectif, ce jeune homme là, il a quel niveau de revenu pour acheter ça, pour être propriétaire de ce domaine ou bien de tel bien. Et là, entre en jeu ce qu'on appelle le blanchiment de capitaux. Parce que le blanchiment de capitaux, c'est de l'argent que vous avez ou bien quelque chose que vous avez réalisé. L'argent qui vous a permis de l'avoir. L'argent sale, transformé en non, je ne parle pas de ça, mais vous ne pouvez pas justifier la source. Oui. Tout argent, tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas justifier la source. C'est pour ça que je dis, nous devons faire très attention au Bénin parce que nous sommes tous un peu genre des prisonniers ambulants dans le pays. Parce que là, on achète des choses, on jette les factures, on ne peut pas prendre le reçu, etc., etc. Mais le jour où quelque chose va se passer, on va dire, bon, cet ordinateur-là, vous l'avez acheté comment? Ou bien votre maison-là,
vous avez bâti là, vous l'avez bâti comment? Il faudra pouvoir justifier. On va voir votre revenu, votre salaire. Est-ce que votre salaire vous permet d'avoir ce train de vie? Est-ce que non seulement vous, mais vos proches, vos épouses, vos enfants, vos parents, parce que vous êtes, on appelle les personnes politiquement exposées. Donc vous êtes un proche. Si on ne peut pas attraper le proche, figurez-vous qu'on peut aussi vous attraper. Parce que vous êtes un proche de quelqu'un qui est personne publique et donc qui devrait déclarer les biens. S'il est épinglé, on n'arrive pas à mettre la main sur l'on. Donc il y a assez de dispositifs dans le pays pour arrêter tout ça là. Donc il suffit de l'appliquer. Qui va faire ça? Il y a les instances dans le pays. Par exemple, nous avons, sur le blanchiment de capitaux, nous avons la cellule nationale de la CENTIF qui fait ce travail. Ils ont même mené des études pour voir, normalement au niveau de Cotonou, tous les immeubles qu'on voit à Cotonou, les propriétaires, donc de faire tout ce point-là. Et donc, je pense que le Bénin se dote des instruments qu'il faut, mais bon, il faut maintenant appliquer, il faut les concrétiser. Et ça, ce n'est pas, dites-nous, ce n'est pas la société civile qui va faire ce travail-là. C'est la manière la plus facile que nous notons souvent dans vos déclarations. Nous, on a fait notre job, il faut que l'État. Imaginez, qu'est-ce que l'État peut faire s'il n'y a pas des gendarmes, derrière, des chiens de garde derrière? Il faut avoir accès à l'information. La première des choses aussi dans la lutte contre c'est avoir accès à l'information, que ce soit au niveau de l'État ou bien du privé. Vous ne pouvez pas débarquer sur un privé pour lui poser. Vous avez quel mandat? Vous avez beau être de la société civile. Quel est le mandat que vous avez? Est-ce que c'est votre attribution? C'est pour ça l'institution, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, la loi prévoit dans les standards qu'il faut lui donner toutes les prérogatives d'investigation. D'accord. Doit avoir accès à tous les dossiers. D'accord. Oui. Vous allez contribuer à l'audit du fichier électoral? L'audit, comme vous le savez, c'est le président Elias. Donc c'est de la société civile qui est là. Vous avez des représentants Social Watch est membre de la plateforme électorale des organisations de la société civile. La plateforme électorale est représentée. Donc la société civile accompagne, appuie le travail. Est engagé dans ce combat, c'est ça? Oui, fait ce travail-là. Bon. Et plusieurs séances, vous allez voir même dans ce comité, l'ancien président du conseil d'administration de Social Watch, M. Gustave Assar. Voilà, il est dans le groupe autour du président Elias. D'accord. Ce travail. Merci. Liamedi Koumayon dit que les acteurs de la justice sont inaptes, le système est gangréné, il y a des éléphants blancs, il n'y a pas de sanction. Vous lui dites quoi? Vous ne voyez pas ça que les acteurs de la justice sont inaptes? Parce que c'est ce que lui dit. Le système est gangréné. Je peux dire un peu ce que Social Watch a fait. Par exemple, il a cité l'éléphant blanc, l'immeuble de l'Assemblée. Oui. Parce que c'est en Conseil des ministres que des instructions ont été données au garde des Sceaux et au ministre de l'économie et des finances pour que les différentes poursuites soient engagées. Mais depuis des années, c'est vrai que la justice est souvent muette et silencieuse, mais de temps en temps, le public veut être informé. Les Béninois veulent savoir où est-ce qu'on en est, même si la justice doit prendre son temps, d'être informé sur l'avancement de ce dossier. Qu'est-ce qui a été fait depuis le Conseil des ministres? Je pense que il y a eu, par exemple, moi je parle de Social Watch, un communiqué dans ce sens pour interpeller les différents acteurs pour dire mais on n'a rien même comme information de ce que la justice est en train de faire, mais ce qu'on constate, la démolition du bâtiment. Qu'est-ce qui doit être? On a vu pour le siège de l'Assemblée nationale, on a constaté également pour le siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à Porto Novo. Vous êtes fatigué comme les citoyens à la base? Non, c'est peut-être interpeller la justice à qui le Conseil des ministres a été clair. Donc la justice doit communiquer sur ce qui se fait dans ce... Parce que ce qui fait le lit de la corruption, comme on l'a vécu, on l'a décrit c'est l'impunité.
D'accord. Et nous sommes dans un pays où, sous le paravent politique, les gens peuvent se dire... c'est ça qui crée même la transhumance. Peuvent se considérer intouchables. Intouchables, voilà. Donc, on n'est pas, je pense quand même qu'on n'est pas dans une république d'intouchables dans notre pays, puisque on voit quand même ce qui se passe. Oui. Quelques lignes bougent, c'est ça. Quelques lignes bougent. Donc, ça peut ne pas être aujourd'hui. Donc, si on est concerné, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Ça peut être pas aujourd'hui, mais ça pourra venir demain. Donc, aucun de l'imprescriptibilité des crimes économiques. Très bien. Voilà. Sébastien Yonrossou, il dit OSC. Est-ce que vous faites encore peur au Bénin? Le rôle des... C'est-à-dire que c'est une analyse comparative. Hier, vous faisiez peut-être peur, mais aujourd'hui, les citoyens pensent que il y a plus de peur à avoir contre les acteurs de la société civile. Vous êtes avalé, consommé, amorphe, ou bien qu'est-ce qui se passe? Le rôle de la société civile n'est pas de faire peur. C'est de porter, comme je l'ai dit, la voix des sans-voix auprès, dans les oreilles de qui doit prendre des décisions. Vous voulez qu'on reformule la question? Non. Est-ce que les gouvernants ont encore d'oreilles pour vous? Je pense que oui. Ça, je peux le dire fermement. Et peut-être parce qu'on ne fait pas de tapage. Peut-être ceux qui... il y a une certaine nostalgie d'un passé où la société civile est tout le temps sur les plateaux de télé, en train de parler, etc. Mais il y a des résultats qui s'obtiennent et qui n'ont pas besoin de bruit, c'est ça? De bruit. Et ça... pour l'intérêt supérieur, pour l'intérêt général, il y a beaucoup d'actions beaucoup d'actions qui sont posées pour le bien-être des citoyens, pour la bonne gestion, la bonne tenue des finances publiques, etc. Et c'est des résultats qui sont l'objet de plaidoyer auprès de l'administration publique, auprès de législateurs, auprès de l'institution qui est concernée par la prise de décision. Et ça, nous avons appris maintenant à utiliser d'autres stratégies de plaidoyer qui montrent leur efficacité. Parce que ça ne sert à rien d'aller médiatiser des points de plaidoyer et ne rien obtenir en retour, si ce n'est que encore même braquer la position du décideur auprès de qui vous voulez quand même avoir une certaine solution aux problèmes des citoyens. Donc, beaucoup disent que on n'entend plus la société civile parler, etc. Ben, il y a un temps... Vous êtes efficace ailleurs, derrière le rideau, c'est ça? D'autres stratégies. Mais il y a un temps pour parler, et il y a aussi un temps aussi pour ne pas trop parler et agir. On a compris. Il y a Sébastien Yonrossou qui dit, mais voilà que des gens sont nommés par le président de la République, sont nommés par le président de la République pour lutter contre la corruption. Est-ce qu'on peut avoir de l'efficacité? Je pense que c'est un vieux débat, déjà quand il y avait l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Et l'une des réformes, quand il y avait la NLC, c'était de faire en sorte qu'elle soit totalement indépendante de pouvoir exécutif. La même chose, la même observation est faite par exemple concernant le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Ça, je dis, le rapport du FMI demande à ce que, après l'opérationnel, qu'elle acquiert plus d'indépendance pour pouvoir faire son travail en toute indépendance. Et il y a une chose aussi, c'est les tests donnent des prérogatives à certaines institutions, mais il faut que ceux qui sont appelés à animer ces institutions-là agissent, prennent leurs responsabilités en main pour agir, pour faire le travail tel qu'il faut. Parce que les tests peuvent consacrer l'indépendance, mais si la personne appelée à jouer la fonction ou bien à occuper la fonction n'est pas dans cette dynamique d'indépendance, ben c'est de la peine perdue. Donc, nous avons dans le pays le devoir d'ingratitude, comme on le dit, quand on est nommé. Bon, donc, si on n'a pas intégré ça et on est dans le devoir de gratitude quand on est nommé, je pense qu'on puisse faire le travail. Je pense que je suis en train de le dire là, c'est quand même
des grandes personnalités, je pense à feu Monseigneur Isidore de Souza qui rappelait un autre constitutionnaliste français, le devoir d'ingratitude quand vous êtes nommé à cette haute charge. Donc, le fait pour nous, c'est qu'il faut que le Bénin continue, soit à avoir ces structures de lutte contre la corruption qui répondent vraiment aux normes d'indépendance au niveau international. Il y a un volet important que nous évoquons souvent en termes de lutte contre la corruption, c'est la dématérialisation. Il y a quand même des efforts qui sont effectués sur le plan numérique aujourd'hui dans notre pays, mais on constate toujours que les gens cherchent toujours le contact. C'est plus facile pour les citoyens. Des choses qu'on peut faire en ligne, on ne le fait pas encore. Vous allez voir par exemple des gens qui vont s'aligner au niveau des banques et qui vont passer toute une journée à pousser les fesses sur les bancs des banques, alors qu'ils ont peut-être la possibilité de demander une carte magnétique et de faire des retraits directement au guichet. Comment on fait pour véritablement amener les citoyens à savoir que le contact, il faut réduire ça pour éviter donc la corruption? Au niveau de la gestion des finances publiques, je pense qu'il y a eu assez d'efforts de dématérialisation de plusieurs actes et surtout, comme vous le dites, pour éviter le contact et réduire les risques de il faut que la société civile accompagne l'État dans cette dynamique, dans cette sensibilisation. Ou bien vous attendez quoi? La société civile est engagée, et la société civile qui l'a réclamé. La société civile, par exemple, a toujours demandé, pour ce qui concerne les marchés publics, il y a eu des recommandations allant dans le sens de la dématérialisation à ce niveau, parce que on a vu qu'au niveau des marchés publics, il y avait assez de lenteur, comme vous le dites, des lenteurs souvent occasionnées pour que les gens puissent, le contact puisse être établi. Donc, la société civile, en termes de recommandations pour améliorer la gouvernance, a beaucoup demandé qu'il y ait la dématérialisation. Maintenant, il faut un effort d'abord d'informer les citoyens sur la pertinence de ces outils. Et ce qui a manqué et qui fait la réticence d'un certain nombre de citoyens, c'est qu'il n'y a pas les bureaux de plainte d'information, etc. Par exemple, si on me dit le casier judiciaire, c'est dans les 72 heures, je n'ai pas. Il n'y a pas derrière ce service dématérialisé, vous n'avez pas un service d'écoute à qui vous remontez votre plainte, qui doit s'occuper. J'ai beaucoup de cas, je ne vais pas les citer ici, mais vous avez des paiements, vous payez, mais vous n'avez pas le service, ou vous avez le service avec erreur. Voilà. Donc, il faut un desk, et je pense que les autorités du ministère de l'économie et des finances, à la dernière revue, il y a eu une recommandation qui est allée dans ce sens, et je pense jusqu'à la prochaine revue, là, il y aura 7 desks d'information, d'écoute, des plaintes des utilisateurs. Sinon, c'est quand même beaucoup de citoyens apprécient, et il faudrait aller dématérialisant davantage. Encore faudrait-il qu'il y ait l'accès, le coût Internet, tout ça. Là, oui. Les infrastructures qui doivent accompagner. Avant de dire votre mot de fin, je voudrais vous arrêter quelques mots. Radio Cotonou aura 2 ans, le samedi 22 février. Vous dites quoi à Radio Cotonou? C'est la première fois d'ailleurs que vous venez sur notre plateau ici, c'est ça? Oui, c'est la première fois. J'ai l'habitude de sur Radio Cotonou quand j'ai fini le travail, je rentre. Il y a une émission où il y a votre collègue Arnaud Péanzin et le monsieur Alépé en haut. Tout à fait. J'apprends énormément de Vous aimez la langue fon, c'est ça? Oui. Pure. La langue fon pure, c'est ça? Mais on apprend beaucoup. Soit non souvent. Donc, on apprend énormément et moi, ça me déstresse en conduisant et en apprenant en même temps. Donc, c'est l'émission que j'arrive à capter. Je n'avais même, quand j'entendais Radio Cotonou, je n'avais même pas su que c'est la municipalité. Donc, je vous découvre et je pense aussi que c'est ce qui manque aussi à Cotonou, parce que la radio, c'est un outil aussi
d'accès, qui va faciliter l'accès à l'information pour les citoyens. Par exemple, quand il y a les sessions du conseil communal de Cotonou, pourquoi pas demander à Radio Cotonou de nous transmettre ça en direct et on peut suivre. Donc, on vous souhaite un joyeux anniversaire et on voudrait que la radio, dans les tout prochains jours, là, migre dans un autre espace plus grand, où les citoyens peuvent venir participer à des débats, des arbres palabres avec vous en grand nombre dans de grands studios. D'accord. Je pense aussi que, comme vous le dites, les acteurs de la société civile vont vous soutenir dans ce que vous faites. Et surtout, si vous nous offrez des plages d'intervention pour l'éducation des citoyens, l'information citoyenne sur la participation, la redevabilité, des questions comme ça. Donc, je veux par anticipation dire il y a un anniversaire qui cache l'anniversaire parce que Social Orange aussi, il y aura 20 ans en mars. Et donc, Radio Cotonou, joyeux anniversaire. D'accord, oui. Merci beaucoup à vous. Merci de passer sur Radio Cotonou pour cet exercice avec nous pour parler de la lutte contre la corruption dans notre pays, le Bénin. Monsieur Jean-Pierre Deguet, il est le secrétaire exécutif Social Watch Bénin, section nationale de Transparency International. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je vous dis, bonne suite de programme sur les antennes de Radio Cotonou. Franc-Parler